Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Comment tu vas, mon cher Ker ? Eh ben, ça va très bien, mon cher Greg. Est-ce que tu as la moitié du visage rouge parce que tu étais sur une navette spatiale en direction du soleil et tu n'as regardé le soleil que d'un côté ? Il y avait peut-être qu'un hublot dans cette navette. Pas du tout, je suis un grand fan d'Harvey Dent et c'est un hommage. Voilà, tout simplement. Très bien. Eh bien, puisque tu nous parles d'Harvey Dent, et Harvey Dent, qui ne le connaît pas sans être l'homme qui fait toujours tourner son dollar, et le dollar, ça fait penser à Ker. Ker, est-ce que tu peux parler de tes dollars et du point pognon ? Oui, on va commencer donc par l'habituel point pognon avec le box-office. Et cette fois, il y a une... si je suis emballé, c'est parce que le box-office apporte des belles nouvelles. Des nouvelles sympathiques, des nouvelles du Spider-Verse. C'était la sortie de Cross the Spider-Verse ce week-end aux États-Unis. C'était sorti donc quelques jours avant en France. On avait émis dans la précédente vidéo l'hypothèse de pourquoi pas un gros succès pour le film, alors que le premier Into the Spider-Verse était un bijou, mais n'avait pas fonctionné au box-office. Enfin, il n'avait pas rapporté autant qu'il aurait mérité. Et figurez-vous que forcément, alors le bouche à oreille, plus une énorme promo sur Across the Spider-Verse, et ben ça a fait son effet. Puisque le film a réalisé le 6e meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation aux États-Unis, le 2e meilleur démarrage de l'année 2023 aux US, avec 120 millions de dollars récoltés ce week-end. C'est beaucoup. C'est beaucoup quand on compare donc à la concurrence. Notamment, La Petite Sirène était dans son 2e week-end seulement et est à 40 millions. Boogeyman, l'adaptation donc, du livre de Stephen King, est à 12 millions. Les Gardiens de la Galaxie est à 10 millions. Et Fast and Furious 10 est à 9,6 millions. Je reparlerai de Fast and Furious 10 parce que j'ai décidé de créer un point. Alors il y a le point pognon, mais il y aura maintenant le point Fast and Furious parce qu'il y a tellement de news à couvrir sur cette franchise fantastique que ça méritait bien un point. Donc voilà, Spider-Man, très très joli succès, je trouve, mon cher Greg. C'est vraiment une chouette nouvelle. Il sait qu'il devance énormément de gros Pixar, de gros Disney, de gros DreamWorks. Vous allez me dire, c'est logique, il est 6e plus gros succès des démarrages aux US pour un film d'animation. On a quand même eu des belles surprises cette année. Enfin, des belles surprises. On a eu des surprises au niveau animation aux US cette année. Super Mario Bros a quand même fait le plus gros démarrage de l'histoire d'un film d'animation. Donc, voilà, avec maintenant le succès de Across the Spider-Verse, c'est très cool. Donc voilà, on va faire un point sur le box-office mondial pour l'instant en 2023. Super Mario Bros a dépassé les 1,3 milliards au box-office mondial. C'est énorme. Les Gardiens de la Galaxie est 2e avec 781 millions de dollars. Il est derrière les Gardiens de la Galaxie 2 qui était à 860 millions de dollars si je dis pas de bêtises. Fast and Furious 10 est à 600 millions de dollars. Ant-Man and the Wasp est toujours et restera définitivement à 476 millions de dollars. Pour ce qui est de La Petite Sirène, le film de Disney ne sera pas un succès, ne sera pas un triomphe. On pourrait même dire qu'il a pris l'eau. C'est un naufrage pour La Petite Sirène avec 328 millions de dollars à travers le monde. Un truc à dire sur Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est que le film a récolté un peu plus de 200 millions au total, donc US plus sur le reste du monde, mais qu'il est sorti pour l'instant, en tout cas dans les premiers jours, il n'était sorti que dans très peu de pays. Moins d'une dizaine de marchés, donc il a encore de très grosses sorties à venir. Donc ça s'annonce bien. Est-ce qu'on a un des plus gros succès de l'année ? Ça serait amplement mérité et on vous rappelle qu'il y a une critique complète du film sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, on a beaucoup aimé le film. Tout n'est pas parfait, mais on a beaucoup aimé le film et il fait tellement parler, mon cher Greg, qu'on va revenir amplement dessus à l'occasion de bien d'autres news dans cette vidéo. Alors je vais terminer mon point pognon par trois autres petites remarques. En 4, allez hop, on élargit un peu le truc. Fast and Furious 10, donc j'en reparlerai après. C'est pas un succès. C'est pas un succès. Alors vous allez me dire 600 millions de dollars, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais c'est moins que ce qu'on attendait de lui, très honnêtement. C'est assez faiblard par rapport à ce qu'avait fait le 7, notamment le 8. Et j'ai regardé, en fait, c'est le 10e succès US de la franchise Fast and Furious.
Et alors quand on voit le casting, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'en plus il n'y a pas de prise en compte de l'inflation. Donc 10e, c'est vraiment chaud. Et vous allez voir qu'après, dans mon point Fast and Furious, il y a un truc assez saisissant qui témoigne de l'échec aux US du film. Alors, autre remarque, et là c'est une question. J'en ai discuté avec un ami qui me disait, et si un des plus gros succès de l'année, c'était Miraculous, le film, qui sort le 5 juillet au cinéma. Alors, en tout cas, succès en France. Est-ce qu'on pourrait avoir une grosse surprise du côté du Miraculous ? Rappelons quand même que Miraculous, alors, toi tu m'en avais parlé, mais c'était en off. C'est un vrai phénomène, hein. On le voit dans le merchandising, au niveau de la série animée, etc. Là, il y a la première adaptation au cinéma. C'est peut-être un succès qu'on n'a pas vu venir. Est-ce que tu penses que c'est plausible ? Eh ben, car je pense que Miraculous peut être une vraie surprise parce que j'entendais des personnes chez Media One qui possèdent les droits de Miraculous qui me disaient que c'était une de leurs franchises les plus fortes, que ça avait un impact énorme au niveau européen sur que ça faisait énormément de vues. Donc c'est effectivement une licence que c'est un petit peu le pas de patrouille des un peu plus vieux. Donc je pense que ça a ses chances de faire une surprise de la même manière que le film Pas de patrouille avait créé la surprise. Et du coup, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, ce sera sans doute la qualité du film qui fera beaucoup. Alors je continue avec le box-office et deux petits derniers points. Alors d'abord pour vous parler de ce qui arrive en juillet, parce que c'est déjà la guerre dans les salles pour les films du mois de juillet, et une guerre qui oppose Tom Cruise à Nolan. Tom Cruise s'est plaint cette semaine du fait que son Mission Impossible 7, elle n'allait avoir accès aux salles IMAX que pendant une semaine, puisqu'en fait les salles IMAX ont été réservées pour le film Oppenheimer de Nolan pour les 3 semaines qui suivent. Donc forcément ça aura un impact lourd sur le box-office des deux films. On rappelle qu'aux États-Unis, l'IMAX est très important, beaucoup plus qu'en France, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, il y a beaucoup plus de cinémas qui ont été équipés d'IMAX aux US. Et alors, je vais terminer mon cher Greg par une petite question. J'espère que tu l'as pas vue dans nos notes communes de news. Voilà, le magazine Forbes a révélé quelle était l'actrice la plus riche de la planète. Le sais-tu ? Eh ben, l'actrice la plus riche de la planète, mon cher Kerr, j'en ai fichtrement aucune idée. Eh ben, je vais te le dire. Alors, je ne connais pas les raisons de pourquoi c'est elle la première, parce que c'est assez étonnant. Mais c'est Reese Witherspoon qui a une fortune personnelle estimée à 440 millions de dollars. Donc, alors après, on sait bien évidemment qu'il peut y avoir des investissements à côté dans des sociétés. Il y a plein d'acteurs et de célébrités qui font ça, et notamment des footballeurs. Rappelons la petite anecdote que Mathieu Flamini était le footballeur le plus riche de l'équipe d'Arsenal quand il jouait à Arsenal, alors qu'il avait un des salaires les plus faibles. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait des investissements qui rapportaient énormément d'argent. Là, peut-être que Reese Witherspoon, c'est la même chose. En tout cas, c'est elle qui est donc la plus riche. Voilà, donc je voulais terminer le point pognon là-dessus. À toi, mon cher Greg, fais-nous rêver. Bah moi, la news qui m'intéressait le plus, elle va être un mix un peu de news nouvelles et de news pas si nouvelles, mais c'est ce qui me chauffait le plus d'investiguer. Et du coup, je voulais vous faire un point sur les films Spider-Man, parce que des films Spider-Man, il y en a quasiment autant d'annoncés que de futurs films du MCU. Alors oui, je sais, le MCU et Spider-Man c'est connecté, mais pas forcément pour tout. Et ça, je trouve ça dingue. Et c'est petit à petit des annonces par-ci, par-là, et on a juste pas vu venir qu'il y avait quasiment autant de films du MCU que de films Spider-Man. Alors, il y a la productrice Amy Pascal qui, du coup, parlait pendant les entretiens autour de Spider-Man Into the Spider-Verse. Et le truc, c'est qu'elle expliquait qu'il fallait s'attendre à de nombreux films sur Spider-Man, notamment que le film Spider-Woman était sur des rails et allait bientôt arriver, mais aussi que le film Miles Morales était en plein chantier et allait bientôt passer à la phase suivante. Et elle a dit, vous allez voir, vous les verrez tous. Et du coup, qui sorti de son contexte pourrait la faire passer pour une dingo. Mais dans le cas des films Spider-Man, eh bien, c'est pas mal. Et effectivement, il y a des films qui vont arriver très vite. Il y a Kraven, le chasseur, qui arrive donc le 6 octobre 2023, qui sera joué par Aaron Taylor Johnson, et avec en méchant. Alors ça me fait rire parce que c'est un film avec un méchant, donc
Kraven est un méchant de Spider-Man, mais le film aura des méchants, parce que du coup, les méchants doivent avoir des antagonistes. Donc ce sera Alessandro Nivola qui jouera un des méchants, et il y aura également Russell Crowe et Fred Eschinger, encore quelqu'un dont je vais écorcher le nom, et Ariana DeBose, ou DeBose. Petite anecdote, mon cher Greg, sur Kraven le chasseur. Alors, 2 anecdotes. Il apparaît dans la nouvelle cinématique de Spider-Man 2, le jeu vidéo, et notamment dans l'intro, et franchement, l'apparition de Kraven est méga stylée. Ça m'a donné envie de sauter sur le jeu. Et l'autre truc, c'est qu'il y a eu une annonce autour du film. Ça va être un film R-rated. Et ça va être le premier film R-rated du Spider-Verse de Sony. Ce qu'ils n'ont pas fait avec Venom. Voilà. Il n'était pas R-rated, le Carnage ? Venom ? Ah non, pas du tout. Ça a été un des gros problèmes du film. Le 2, pareil. Let Me Be the Carnage en mode c'est pas du tout R-rated. Ça avait fait rire beaucoup de monde. À juste titre quand on voit le film. Très bien. Ensuite, il y a un autre méchant. Il y a El Muerto qui sort le 12 janvier 2024. Je ne me souvenais pas du tout que ce film avait été annoncé. Ensuite, il y aura Madame Web qui sera le 16 février 2024. Ce qui veut dire qu'en 2024, il y a un film Spider-Man par mois sur le premier trimestre. C'est juste incroyable. Donc c'est Dakota Johnson qui joue le rôle principal et Sydney Sweeney qui a été casté dans un rôle non divulgué. Pourquoi je dis un film par mois ? C'est parce que le 29 mars, il y a la suite de Spider-Man, donc Beyond the Spider-Verse, qui va sortir. Il y a des films, et il y a beaucoup de films qui n'ont pas de date. Il y a Venom 3 qui est en prépa, qui n'a pas de date. Il y a Spider-Man 4 avec du coup Tom Holland, dont je reparlerai dans quelques instants, qui n'a pas de date, mais qui est en train d'avancer. Enfin, je vais vous en parler maintenant. En gros, Tom Holland, lors d'une interview, a dit qu'ils étaient en train de faire des réunions à ce sujet, mais que la grève et la solidarité avec la grève des scénaristes a fait qu'ils ont mis le travail en pause. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, du coup, Sony garde la licence Spider-Man tant qu'il y a un film Spider-Man live action tous les 5 ans. Ce qui fait que, en gros, si la grève prolonge l'attente du film de Spider-Man, eh bien, ils vont avoir à sortir un scénario et à tourner très très rapidement, puisque au bout de 5 ans, si le film n'est pas sorti, live action, hein, pas film d'animation, live action, Sony perd les droits. Donc autant vous dire que le scénario du 4, si la grève est dure, le scénario du 4, il va pas être bien compliqué. Alors il y a Spider-Man, il y a des méchants, il leur pète la gueule. Voilà, ça va être vraiment très simple, parce que si c'est ça ou perdre les droits, je pense que Sony va réfléchir très vite. Ensuite, il y a un film Sinister Six qui avait été annoncé il y a très longtemps et qui est toujours en préparation. Et il y a un film avec Olivia Wilde en sur Spider-Man qui est aussi annoncé depuis 2020 et qui serait toujours en préparation. Si on fait le bilan de tous les films Spider-Man qui sont annoncés, non confirmés, etc., on arrive à plus d'une dizaine par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est donc par rapport à une phase du MCU presque comparable. Et pour la petite info, il y a en 2024, accroche-toi car parce que c'est pareil, c'est des trucs, on est 3e annonce d'un projet dont j'avais jamais entendu parler alors que je fais quand même la préparation des news toutes les semaines. Il y a le préquel des films de Tom Holland qui va sortir en film d'animation, ce qui est quand même assez dingue. C'est-à-dire que du coup Tom Holland va reprendre son rôle avant du coup Homecoming, mais en animation pour qu'il ait un préquel, qu'on montre comment il a eu ses pouvoirs, qu'est-ce qui s'est passé, etc. etc. Et ça sort en 2024. De tous ces projets, Kerr, est-ce qu'il y en a un qui te tente ? Enfin, celui qui te tente le plus, à part Beyond the Spider-Verse, évidemment. Oui, puis en plus, bon, il y a le film avec Spider-Woman, ça m'intrigue parce qu'en plus, elle a dit que ça allait arriver plus vite que prévu. Donc ça veut dire que vraiment le truc est en chantier. Si j'ai bien compris, c'est un film d'animation fait par ceux qui ont fait Into the Spider-Verse, donc bon, ça me chauffe. Madame Web, je connais pas du tout, ça m'intrigue. Kraven, très clairement, ça m'intrigue. J'aime bien le personnage dans les comics.
comme je l'ai dit dans la BO dans la bande annonce du jeu Spider-Man 2, franchement son intro est ouf. Et j'ai eu ma petite phase où je le jouais sur Marvel Snap. Donc Kraven, en plus c'est un personnage qui est pas assez connu dans l'univers Spider-Man. Enfin, des comics si bien évidemment, mais je parle à l'écran. Donc ouais, non, Kraven. Toi c'est quoi? Moi c'est Beyond the Spider-Verse. Non, mais tu m'as dit en dehors, elle était pas juste. Tu me dis en dehors. T'as vu. Moi, j'aurais tendance à dire, je pense que celui que j'attendrai le plus, c'est Sinister Six. Bizarrement, parce que en fait, le truc, c'est que ça fait très longtemps qu'il est en préparation. C'est un film qui est le point d'orgue censé être de plein de méchants, et c'est censé être un peu le Avengers de Sony, quoi. Et ça n'a pas de sens puisque ce sont des méchants. Donc comment est-ce qu'ils vont faire ? C'est-à-dire que est-ce que ils vont devoir affronter je suis très curieux de comment est-ce qu'ils vont aborder ce film, parce que d'un point de vue licence, ils essayent de nous le vendre comme un Avengers, mais c'est tous des enfoirés. Donc comment la gérer ? On va voir. Ils peuvent le faire en mode Suicide Squad, ce qui est d'ailleurs très tendance, mais là, t'as balancé là toutes tes news que t'as mis et que t'avais sur Spider-Man, parce que moi j'en ai d'autres, et du coup si je les rajoute là, on peut compléter le. Pendant que le soleil se couche, voilà, c'est magnifique. Non mais vraiment c'est très beau, je tiens à le souligner. Et je tiens juste à préciser que c'est là où on voit que chez toi le soleil est froid, chez moi le soleil est chaud, mais il se couche pas par là, moi. on a la. C'est vrai que comme ça on voit que les pièces sont pas tournées de manière c'est perturbant. Ouais. Mais quel qu'il soit, nous avons le même maillot, la même passion. C'est à toi. Ouais, alors moi j'ai d'autres petites infos sur Spider-Man. Alors il y a des rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs qui concernent un lien qui pourrait être tenté d'être fait entre le MCU et le Spider-Verse développé donc dans les films d'animation, parce que le film a tellement il a du succès, on en a parlé avant, mais il a surtout tellement bonne presse, ce qui est l'inverse de la tendance actuelle du MCU, et surtout de ce que développe Sony avec les films live Spider-Man. D'ailleurs, tu m'as demandé ce que j'attendais le plus, mais moi je vais être très honnête avec toi. Ce que j'attends le plus, c'est qu'ils virent toute l'équipe qui bosse sur Venom, Morbus et compagnie, pour remettre des gens notamment qui bossent sur le Spider-Verse dessus, parce que je pense que ça serait quand même beaucoup plus quali si on faisait une totale refonte du casting devant et derrière la caméra. Et parmi les rumeurs, il y aurait cette volonté de Kevin Feige du côté de Marvel de vouloir essayer de créer un lien, une passerelle, de renforcer les liens entre Sony et notamment Sony Animation et Marvel. Et une des rumeurs qui circule le plus actuellement autour de Spider-Man, c'est qu'en fait le Avengers Secret Wars pourrait être décliné en 2 films. C'est pure rumeur, hein. Ça circule de plus en plus sur internet, mais pure rumeur. Ça serait décliné en 2 films où ils essaieraient d'intégrer dans ces films-là les personnages du Spider-Verse avec une interrogation. Est-ce que ce seraient des personnages du Spider-Verse en live, ou si vous avez vu le film, vous allez Across the Spider-Verse, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, ou est-ce que ça va être des personnages animés qui vont faire partie du film Secret Wars? C'est hyper cohérent avec ce qu'a fait Across the Spider-Verse. Donc voilà ce qu'il y a du côté de Spider-Man. Juste, je rajoute 2 trucs sur Across the Spider-Verse. C'est le film sorti. Donc alors, est-ce que j'ai pas checké, mais apparemment si. Mais ça serait tout simplement le film le mieux noté de l'histoire du réseau social de critique ciné, Letterboxd. Il a une note de 4,7 sur 5. Donc c'est alors moi je trouve ça pas déconnant depuis la naissance de Letterboxd. Depuis tout le temps, bon, faut pas non plus pousser mes dans les orties, mais il mérite d'être très haut. Et aussi, juste pour vous dire que la BO du film que t'avais loué, mon cher Greg, toi tu parlais des morceaux, hein, chantés, hein, c'est ça ?
dans la critique. Bah oui, tout à fait. Je parlais pendant que j'ai le soleil qui est à tout prix, qui vient m'éclairer. C'est génial. Je suis, c'est le moment où mon salon s'illumine de plein feu. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, pour répondre, oui, c'était la BO chantée, tout à fait, car. Mais j'avais dit que celle qui était orchestrale, oui, l'orchestrale est magnifique. Soutenait particulièrement bien le ouais. film. D'ailleurs, l'orchestrale, je vous invite à la réécouter, surtout celle de Into the Spider-Verse, elle est très très réussie. Mais la BO, donc avec les morceaux chantés, vient de sortir notamment sur Spotify. Elle est gérée par Metro Boomin, le DJ, et franchement, c'est très réussi. Alors, je ne sais plus le nom du morceau, je vais vous le dire tout de suite. C'est le deuxième morceau, celui qui est le plus connu, hein, qui remplace le morceau de Post Malone et Swally, qui est le plus connu, c'est le deuxième de la BO. Et pendant que je vais galérer à le trouver, j'en suis sûr, c'est le classique sur Spotify. Non, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est I'm Dreaming. Donc de Metro Boomin, ASAP, Rocky et Rosie. J'ai massacré tout le monde, mais ce morceau-là est vraiment très cool. Donc je vous invite à l'écouter si vous avez envie, hein, bien évidemment. Et je salue Medjay par la même occasion. Est-ce que tu permets que je fasse 2 autres news Marvel très vite, et j'en aurai terminé avec Marvel? Bien sûr, mon cher Kerr. Alors, une info, et c'est une surprise. Ils ont publié une photo d'Anthony Mackie et Harrison Ford sur le tournage de Captain America 4. Et sur cette photo, ils annoncent, puisqu'on voit un siège avec le titre du film, ils annoncent que le titre du film a changé. Ça n'est plus New Order, mais Brave New World. Voilà pour Captain America. Et un truc qui m'a beaucoup étonné et qui me fait penser que Chris Hemsworth ne reviendra pas en Thor. Alors on sait, hein, Chris Hemsworth, il a annoncé qu'après Tyler Rake, qu'il allait mettre en pause sa carrière ou ralentir énormément parce que alors j'ai plus les détails, mais il est sujet, enfin il peut potentiellement avoir une maladie grave, et du coup quand il l'a appris, il a décidé de se concentrer à fond sur sa famille. On peut tout à fait le comprendre. Chris Hemsworth a dit dans une interview pour JQ que Thor 4 était stupide, voilà, et il a dit que les gens se moquaient du film autour de lui, notamment des amis de ses enfants. Il se moquait de l'humour, de la stupidité du film, mais aussi, et ça c'est un gros coup de taquet à Marvel, de la qualité des effets spéciaux sur ce Thor 4 là. Donc voilà. Ah, j'avais pas vu, j'avais aussi une autre petite news, je termine là-dessus. Il y a des rumeurs aussi de une possibilité de développer des séries beaucoup plus violentes sur Disney+, du côté de Marvel. Alors, la raison, c'est quoi? C'est l'arrivée de Daredevil, Born Again, avec notamment le retour du Punisher. On imagine mal le retour du Punisher et de Daredevil, et dans un monde de bisounours. Mais il y a une volonté du côté de Marvel et du côté de Disney de laisser place à des séries plus matures, parce qu'ils ont conscience que dans les séries plus matures, il est plus facile d'y trouver la qualité. Comme du côté de Disney, on a décidé de réduire le nombre de productions, mais de viser des productions plus marquantes, plus qualitatives, et que ça n'est pas le cas des séries Marvel récentes, on en parlera dans une autre vidéo. Et ben il y a la possibilité de voir des séries plus violentes, ce qui n'a jamais été vraiment le cas. La série la plus violente du côté de Marvel, et il y avait des scènes qui étaient symboliquement très très violente. C'était Falcon and the Winter Soldier, notamment quand on a Agent US avec le bouclier de Captain en sang. Mais voilà, bon, on verra si ça se confirme. Moi, je pense que ça serait plutôt une bonne chose, parce que du côté des comics de Marvel, il y a des personnages qui sont très violents, et que le fait de ne pas avoir respecté ce côté-là des personnages, ou le ton de comics, a fait que Marvel, ou Sony d'ailleurs, parce que ça concerne Sony aussi, est passé à côté de certaines des productions. Ils sont passés à côté de Venom, ils sont complètement passés à côté de Carnage, mais le pire pour moi Marvel, c'est très clairement qu'ils sont passés à côté de Moon Knight. Moon Knight est un personnage qui est... alors il est violent, mais il y a aussi une réflexion qui est extrêmement mature, très sombre, et la série a pas du tout développé ça dans ce sens-là. Donc peut-être que du côté Disney+, on a envie de corriger un peu le tir. À toi, mon cher Greg.
Bon, moi, je voulais pas t'interrompre pendant ta news, mais je retiens que tu as dit qu'il y avait une sacrée guerre qui avait commencé en début de ta news. Et moi, je me suis dit, l'Ukraine ? Non, c'était en rapport avec Sony. Derrière, tu nous as sorti que tu avais un désir. Moi, je me suis dit un vœu pieux. Je me suis dit la paix dans le monde. Non, c'est que tous les gens qui travaillent sur Venom perdent leur travail. Tu m'as beaucoup. Attention, j'ai pas dit qu'avec Sony, news, je ne peux pas te la gâcher. Au contraire, j'ai pas dit qu'avec Sony c'était la guerre. J'ai dit qu'il y avait une volonté de rapprochement. Ouais, donc c'est vraiment l'amitié et la chaleur. Oui. En tout cas, tu m'as bien surpris sur tes news. Bref, revenons à d'autres trucs. Alors, pour ceux qui sont intéressés, pour les fans de Superman, sachez qu'il y a une nouvelle série animée Superman qui va sortir, qui s'appelle Mes aventures avec Superman. Un titre... C'est aussi bien que la news de Kerr qui dit attention... Ils ont tout changé, Disney, ils ont compris. Ils ont compris, les gens ont dit que c'était pas quali. Donc New Order, on laisse tomber. Maintenant, on change tout. On prend un nom vraiment incroyable et c'est New World. C'est ça ? J'ai bien retenu le... Alors c'est Brave New World. Les mecs, ils ont mis vraiment les coronets sur la table. Marvel a rarement eu autant de courage que là. Vraiment, je trouve ça incroyable. Je ne connais pas la raison officielle du truc et je me suis c'est pareil, j'ai pas voulu t'interrompre pendant que tu faisais ta news, mais moi je me suis dit que la raison, c'est peut-être que ça faisait très nazi. L'ancien titre. Depuis le début, je trouve que ça faisait très nazi. Oui. En effet, et moi je fais le rapprochement avec le Nouvel Ordre dans Star Wars. Forcément, d'un point de vue iconographique, c'est connu, hein. Disney, c'est des princesses, des bons sentiments et des nazis. Du coup, c'est pas faux. Hein. Pensez à beaucoup de franchises Indiana Jones, First Order et tout. Disney. Et quand on pense à Walt Disney, on comprend. Et j'ai envie de dire, il y a vol. Du coup, revenons sur on était sur ça, repassons donc au Superman, comme dirait Nietzsche. Et donc, la série Superman passe le 6 juillet sur la chaîne Adult Swim, mais dès le lendemain sera en streaming sur Max. Donc, un peu plus de contenu et ça sort juste après le 27 juin, si je ne me trompe pas. Et un autre truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire un ascenseur émotionnel. La saison entière de Star Trek Strange New World est disponible sur YouTube. Mais il vous faut un VPN parce que c'est pas le cas en France. Ils ont bloqué la France. C'est pas le seul pays bloqué, mais ils ont bloqué la France. Donc je ne sais pas si c'est légal ou pas d'utiliser un VPN. Rapprochez-vous d'un avocat pour lui demander conseil. Sans doute que si un youtubeur vous donne un conseil, c'est pas forcément un conseil professionnel. Ensuite, on en était... Ils font ça pour une raison, mon cher Greg, je te coupe, mais ils font ça parce que la saison 2 de Star Trek Strange New World commence le 15 juin. Tout à fait. Et voilà. C'était deux petites news. Tu veux enquiller ? Bah oui. Alors, avant de faire la news Fast and Furious, j'ai deux messages. J'ai aussi la news Fast and Furious, parce que je sais que tu veux faire des news Fast and Furious très régulièrement, parce que c'est tout le monde fait la remarque sur le fait que tu es le sosie français de Toretto. Ouais. Mais j'avais raconté cette tout blague. Le monde t'appelle Toretto, Eri Toretto, et donc du coup. Ou Gypsy Toretto, certains même disent. Et du coup, mon cher Toretto, est-ce qu'il est possible que ta news Fast and Furious, tu la fasses très fast ? Vraiment, genre en mode go fast. Non, alors, il y a un truc très drôle sur la Fast and Furious. Alors déjà, j'avais raconté le truc de Vin Diesel, mais je pense que c'est pour ça que tu dis ça. Le truc, c'est que sur Fast and Furious, j'en parle souvent. Et il y a des gens dans les commentaires qui disent « Ah, on sent trop le rageux, il déteste Fast and Furious. » Mais avant de faire ça, je voulais dire un truc. J'ai reçu plusieurs messages, et notamment dans les commentaires.
de gens qui me remerciaient de leur avoir parlé de Ted Lasso. Et ben je ne regrette pas de vous avoir parlé de Ted Lasso. C'était des gens qui disaient qu'ils me remerciaient donc de leur avoir conseillé la série parce qu'ils adoraient. Et ben je vous le redis, regardez Ted Lasso, cette série est géniale, elle vous fera un bien fou. Et un truc que je voulais faire aussi, c'était remercier les tipeurs. Si tu permets mon cher Greg, je vais le faire. Et je voulais remercier donc Grégory, Nicro Newton, Bats V7, Golem Passif, Lado del Sol, Mourad Mouz, Steven, Samano, Com, Captain Pouette, Marquis Deli bien évidemment, Lisa, Anaël, Vic, Guillaume, Kylian, David, Cyril, En Japan, Kevin, Le Rôdeur, Matesso, Jindo, Flonul et tous les autres. Merci à vous de soutenir la chaîne si vous voulez le faire. Bien évidemment, vous pouvez. Le lien est dans la description de la vidéo. Hein. Ça aide la chaîne, et pas nous, hein, ça aide la chaîne donc à produire ces vidéos que l'on vous propose chaque semaine. Et donc je pars de manière go fast, tu l'as dit, sur la news Fast and Furious. Pour vous dire quoi, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait le film était un échec aux US. Preuve en est, 21 jours après sa sortie, le film sort en version digitale aux US. C'est alors le créneau légal, sauf qu'en fait quand le film marche en salle, eh ben les distributeurs le sortent pas en digital tout de suite. Quand ils le sortent en digital tout de suite, c'est qu'ils sentent que là le film, la carrière au ciné, c'est terminé. Et donc ils le sortiront donc dès le 9 février, pas février non puisqu'on est en juin, le 9 juin donc en version digitale. Vin Diesel et Dwayne Johnson, ça a été pendant longtemps une histoire d'ego entre eux, ils ne pouvaient plus se blairer. On savait que Vin Diesel aurait été très difficile à gérer sur les tournages, hein. C'est pas Mathieu Kassovitz, c'est Babylon AD qui va vous dire le contraire. Mais Vin Diesel et donc Dwayne Johnson étaient en conflit en fait. Il y a eu une communication magnifiquement léchée où Dwayne Johnson a dit que bah voilà, il était allé voir Vin Diesel, il s'était donné un rendez-vous pour discuter entre bonhommes de leurs problèmes, tout mettre à plat et puis se checker à la fin. Et il n'y a plus de problème aujourd'hui entre Dwayne et Vin. Et le hasard fait quand même vachement bien les choses. Parce que dans la foulée, ils ont annoncé un nouveau film avec Dwayne Johnson dans la franchise Fast and Furious. Une suite donc sur Hobbs, son personnage. Mais attention, sans Shaw. Ça n'est pas une suite de Hobbs and Shaw. Alors on ne sait pas si Jason Statham va revenir. Alors honnêtement, bon, ceux qui ont vu Hobbs and Shaw sont tous d'accord avec moi, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tort. Non, je rigole. C'est quand même que je trouve que moi, Jason Statham est au-dessus, quoi. Donc un film sur Hobbs, un film sur Shaw, là, par contre, je dis oui. Voilà. Mais alors, Vin Diesel s'est rabiboché avec Dwayne Johnson, mais dans quelques années, je me il va permets devoir... parce que à chaque fois que tu dis Vin Diesel et Dwayne Johnson se rabibochent, je pense à ce même de Full Metal Alchemist avec, tu sais, les deux qui se servent la pince, là. C'est tellement... Enfin, c'est exactement ça, quand même. Enfin bref, excuse-moi, je te laisse continuer. Non, mais tu as raison et tu peux laisser ce même, puisqu'en fait, cette image-là, on l'aura dans quelques années lorsque Vin Diesel et Jason Momoa vont se rabibocher. Parce J'ai que cru Vin que t'allais Diesel parler de nous terminé. deux après notre transformation physique. Jason Momoa, c'est la nouvelle cible de Vin Diesel. Alors, en plus, il y a un petit quelque chose, hein. Il y a le brun, il y a le blond, il y a un truc, hein. Laisse-moi raconter cette histoire. Il y a ta houppette sur sur Momoa, il y a la houppette de Caire, il y a la barbe que j'aurai peut-être un jour. Il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Momoa vaut le coup, mon cher Greg. Écoute bien, concentrons-nous. Les critiques sur le film sont sorties, elles sont globalement très mauvaises. Par contre, la plupart des critiques s'accordent à dire que le seul acteur qui sort un peu du lot et qui s'en sort bien avec son personnage, c'est Jason Momoa. Et ben Vin Diesel, lui, il trouve que Jason Momoa en fait trop, qu'il attire trop les commentaires sur lui-même, et que si les critiques du film sont mauvaises, c'est à cause de Momoa. Ça n'a aucun sens, mais pour Vin Diesel, ça en a. Par contre, vous ne lui répétez pas que j'ai dit ça, parce que je parle de problème avec Vin Diesel. Mais du coup, j'étais persuadé que tu allais dire que la critique était unanime sur le fait que s'il y a un acteur qui tirait son épingle du jeu sur ce film, c'était Paul Walker. Mais non. Écoute, visiblement, les critiques l'ont un peu lâché. Ils considèrent que le sujet est un peu dead, comme on dit.
Ouais, non, c'est bien Momoa qui s'en sort le mieux. D'ailleurs, j'ai pas vu de retour sur les autres En même temps, c'est plus acteurs. facile. Hein. Il est vivant. L'acteur qui joue Jack Reacher, j'aimerais bien savoir s'il est bien dans le film ou Brie Larson. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas vu. Donc, Fast and Furious 10. Comme les gens vont pas le voir, ça fuit de faire des points réguliers. À toi, mon cher Greg. Alors, déjà, je commence ma news par plus voir ce que vient de dire Kerr il y a quelques instants, non pas sur Fast and Furious, mais sur, évidemment, les Patreons. Certains, les tipeurs, putain, les tipeurs, certains ont l'œil et ont vu que la caméra de Kerr était plus fluide depuis quelques temps. C'est parce que du coup, en fait, les dons sur Tipeee, et particulièrement celui de Marquis, a permis de changer le setup et d'avoir quelque chose de plus fluide. Donc merci beaucoup. Alors, j'allais passer. Est-ce que tu sais, mon cher Kerr, qu'est-ce qu'au Japon on appelle un move de mec qui se pose là, un mec de quelqu'un qui pose ses deux biceps comme ça en puissance et qui dit « Moi, je respecte personne ». Est-ce que tu sais qui est capable de faire ça au Japon ? Non. Eh bien, c'est le studio Ghibli et Miyazaki. Tu ne t'y attendais pas. Mais le vieux monsieur et le studio Vénérable ont tout simplement dit que leur prochain film How Do You Live n'aurait aucune promotion. Zéro marketing autour du film qui sort donc le 14 juillet au Japon. Il n'y aura vraiment aucun support, aucun trailer, rien. Démerdez-vous. Alors, c'est arrivé récemment, ça, pour le jeu vidéo Gollum, et il y avait une raison. Alors là, en l'occurrence, c'est pas parce qu'ils veulent enterrer le film. Et donc le film n'a qu'une seule affiche, qui est une affiche qui était une pré-affiche qu'ils ont... Enfin bref, c'est absolument ouf. Et voilà. Donc c'est vraiment... C'est genre... on sait qu'on a notre public, ils viendront quoi aux caisses, et voilà. Ok. C'est vachement intéressant parce que si le film se vaut incroyablement par rapport à d'ordinaire avec les films de Ghibli, on verra quand même l'impact et l'intérêt de la promo parce que à mon avis, même si le public Ghibli est là, il faut quand même lui dire que le film est en salle. Donc c'est un peu étonnant, je trouve. En tout cas, je pense qu'au Japon, il n'y aura pas de souci. Dans les autres territoires, à voir. Une news qui va faire très plaisir à Kerr. Kerr qui est le premier défenseur de Netflix depuis très longtemps, qui est encore aujourd'hui une des personnes qui est le plus attachée à l'esprit Netflix, comme les gens l'appelleront dans une dizaine d'années, eh bien, sache que donc les patrons de Netflix, tous les ans, ils sont censés avoir des bonus financiers importants, mais qui doivent être validés par les actionnaires et le board des actionnaires. Et sachez que cette année, eh ben, le board des actionnaires a tout simplement refusé de donner des bonus aux dirigeants de Netflix. Alors, il y a plusieurs... Vas-y, continue. Et il y a plusieurs raisons, j'ai juste pas entendu. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que tout simplement la guilde des auteurs pour la grève a dit qu'il était honteux que eux ne soient pas payés et que les dirigeants des gros streamers aient des bonus incroyables. Mais visiblement, c'est aussi peut-être tout simplement parce que la bourse n'est pas très contente des résultats financiers de Netflix. On en avait déjà parlé dans d'autres news. Et ceci expliquerait cela. Donc si vous n'êtes pas content... Alors moi j'ai une théorie personnelle, c'est que en fait, de la même manière qu'il y a plein de gens qui ne sont pas contents du fait d'avoir coupé le partage, je pense qu'il y a des actionnaires qui partageaient avec leur grand-mamie et leur petit-neveu leur compte Netflix, et quand Netflix a dit quick, le partage est fini, ils ont dit « Toi, t'auras pas ton million de bonus ». Puisqu'on parle de millions, parlons du prix de la nouvelle Apple Vision Pro. Donc, je ne sais pas si tu as vu ça, mon cher Kerr, mais il y a donc des lunettes Apple qui sont un espèce de casque VR Apple qui est sorti. Et le prix, puisqu'on parlait de millions, est de $3 499.
Donc sans doute aux alentours, après la conversion euro, dollar, qui est souvent pas forcément à notre avantage, on peut estimer qu'il sera peut-être aux alentours des 200 ou 300 000 euros. Ou peut-être que j'exagère un petit peu, mais 3 500, 4 000, c'est facile. Et donc, qu'est-ce que c'est, ma chère Danielle, si tu peux trouver des images de l'Apple Vision Pro. L'Apple Vision Pro, donc, je le disais, c'est un casque. C'est fait pour que, en gros, ça va traquer votre visage pour que vous puissiez faire en réalité augmentée des réunions VR, etc. Mais aussi, et beaucoup de gens pensent que c'est un très gros truc pour le monde du divertissement. Ça va permettre de regarder comme s'il y avait un écran qui faisait plusieurs kilomètres devant soi, donc comme si on était au cinéma. Mais aussi, c'est un des cas d'usage qui a l'air d'être le plus prometteur, Netflix, n'importe quoi, Apple avait acheté une société qui faisait du streaming de matchs, par exemple de basket, ça va te parler mon cher Kerr, avec en gros, il mettait la caméra à un endroit très proche du terrain, donc sur les places qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars, et en fait il filmait en 360 et les gens pouvaient tourner la tête et voir tout le match de basket comme s'ils étaient présents, assis à cette place à des dizaines de milliers de dollars. Et là, évidemment, si c'est en mode réalité augmentée, où on a l'impression d'être dans le truc, dans le concert, dans la place de cinéma, dans l'opéra ou un événement sportif, eh bien, évidemment, ça fait parler pas mal de personnes qui pensent que ça va être un gros carton. T'en penses quoi, toi, mon cher Kerr ? Et n'hésite pas à enchaîner avec ta news. Eh ben, j'en pense rien du tout. Autant j'aime bien ce que fait Apple au niveau des séries et des films, enfin en tout cas des séries avec Apple TV+, autant leurs produits, ça me passe complètement au-dessus. Et puisque tu parlais de Netflix et de la fin du partage, j'ai envie de glisser un coup de gueule. On en a parlé, donc on a fait une vidéo où on parlait donc de la fin du partage sur Netflix et des conséquences que ça pouvait avoir. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui est dispo sur la chaîne. Et là du coup je vais un peu continuer dans le discours là, mais je vais aller rapidement. En fait, la fin du partage on commence à en voir les effets. Il y a de plus en plus de témoignages et moi je l'ai vécu personnellement aussi. En fait, ma sœur a voulu se connecter à sa télé et en fait elle a pas pu parce que moi j'avais donc mis ma télé en foyer et donc il faut maintenant appuyer sur je suis en voyage, envoyer le code à la personne. Enfin bref, la fin du partage est bel et bien effectif. Et moi, je vais parler en ce que je suis là actuellement, c'est-à-dire en gros rageux. Vraiment. Je suis en pétard. Je suis en pétard contre Netflix qui avait pas du tout annoncé ça au début, qui nous a tous séduits avec sa politique de on sauve des séries, partagez vos comptes, on vous propose des choses qu'on n'a jamais fait et au final oui, là on est juste des vaches à lait. Donc je suis très déçu et je t'avoue que je suis pas déçu que par Netflix parce qu'il faut être sincère. Là je fais un peu le bilan, ça fait 1 mois que j'ai pas regardé une production Prime Video. Disney Plus me déçoit aussi. Enfin bref, là on l'a déjà dit, on reste abonné pour la chaîne pour pouvoir couvrir les séries, les films. Pour vous, il n'y a pas de problème. Mais là, en ce moment, j'en ai un peu gros sur la patate à ce niveau-là. Et en fait, je me rends compte que c'est pas sur ces chaînes, sur ces plateformes-là que j'ai vu les meilleures choses cette année. Qu'est-ce que j'ai bien aimé cette année ? BRI, c'était sur Canal. Ted Lasso, c'est Apple. Django, c'était Canal. Florida Man, c'était Netflix. Diplomat, c'était Netflix aussi. Bon, en fait, il y a aussi du Netflix. The Glory, c'est Netflix. Bon, enfin, bref, Netflix a tellement de contenu que forcément, il y a des séries Netflix que j'aime bien. Mais là, je trouve que par rapport à Apple, Netflix prend un coup. Et avec l'augmentation tarifaire, honnêtement, c'est la première fois depuis que Netflix est apparu. Et je pense que on l'a pris nous tout de suite, mon cher Greg, rappelons-nous. À l'époque, on avait couvert ça tout de suite dans Cut & Click parce que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est là sur la chaîne. Mais non, je suis très très déçu. C'est la première fois en 10 ans que j'ai autant le seum vis-à-vis de Netflix et je fais un coup de gueule élargi parce qu'on en parle beaucoup actuellement sur Blizzard. Outre le fait qu'ils ont couvert des choses absolument à vomir par le passé,
bon, il y a eu des renvois, il y a des procès, etc. Donc voilà, et puis aussi la censure vis-à-vis de Hong Kong. Mon coup de gueule là sur Blizzard, c'est Diablo 4 et leur politique de boutique en ligne dans le jeu. On paye un jeu 80 balles parce que c'est un jeu PC, mais à 80 balles. Et dès la sortie du jeu, il y a un pack à racheter si on veut, et il y a tous les skins qui coûtent la blinde. C'est vraiment abusé. Et là, je parle en amoureux de jeux Blizzard de l'époque, c'est-à-dire Warcraft 2, Warcraft 3, Starcraft 2. Et là, non, Starcraft 1 aussi, bien sûr. Là, c'est pas possible. Il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons là. Et il y a Blizzard, il y en a d'autres aussi. Enfin, là, stop quoi. Mais bon, c'est pas du tout la tendance. Donc mon stop ne va être entendu par personne. Voilà mon cher Greg, à toi. Est-ce que tu partages cet avis-là, ce coup de gueule? J'en pense pas grand-chose. Je me suis déjà exprimé très longuement sur du coup le cas de Blizzard quand on avait fait la vidéo sur la Chine, quand on avait fait de nombreuses news. J'ai envie de dire, je vais pas en remettre une couche. Alors j'enchaîne avec beaucoup de news très rapidement, parce que ce sont peut-être un petit peu moins importantes. Il y a la grève des scénaristes qui est en train de créer une explosion des contenus de télé-réalité un peu partout. Il y a une bourse des télé-réalités qui est vraiment... on ne peut pas parler de bulle parce que c'est juste... ils ont besoin de contenu, donc ils achètent ça. Donc ne soyez pas surpris si, par effet ricochet sur les chaînes françaises, beaucoup des séries que vous aimez bien sont mis en pause et vous voyez de la télé-réalité qui arrive. Il y a Survivor qui est Koh-Lanta chez nous, qui a implosé au niveau des prix. Ensuite, on a le film Community qui également est reporté suite à la grève avec les scénaristes. Et visiblement, ils ont loupé un créneau où tout le monde était disponible, donc ça devrait prendre encore plus de temps. Il y a John Carpenter qui est en train de teaser le fait qu'il y aurait un The Thing 2. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce film, The Thing. Moi, j'y étais pas particulièrement accroché, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a... il est génial, je trouve. Mais c'est pas ton style, non ? C'est pas le style de film que t'aimes bien ? Ouais. Et je l'ai vu pas du tout quand il est sorti, et les trucages ont vraiment pris un coup de vieux. Mais je crois qu'il est sorti avant notre naissance. Si j'ai pas de bêtises, je crois qu'il est sorti en 82. 82 dit Daniel, donc du coup, bien, c'est tout à fait ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a énormément marqué l'esthétisme populaire, donc en ça, il a un patrimoine. Hocus Pocus 3 est en développement chez Disney. Visiblement, Disney qui sait soigner la qualité. Et ensuite, du coup, il y a du côté des streamers, il est en train de se passer des choses. Alors, on vous en a parlé. Le streaming est en train d'évoluer. Il y a des soucis. Ils n'arrivent pas à être rentables et du coup il y a carrément AMC qui va aller bouger ces films, donc le AMC Theaters on Demand, donc qui est donc AMC, pour si vous voyez pas, c'est Walking Dead, c'est un gros réseau à la fois de cinéma et de chaînes câblées aux US, très comparable à HBO avec le cinéma en plus. Et en fait, AMC avait donc sa propre plateforme de streaming. Et c'est fini. Elle a été annoncée en 2019 et maintenant tout va être transféré vers une autre plateforme qui s'appelle Vudu, que nous n'avons pas ici. Donc c'est le groupe Fandango qui l'a. Donc le premier, alors c'était pas le plus gros, mais le premier des gros qui va mordre la poussière. Et aux États-Unis, alors nous en France, on a plusieurs offres. Il y a déjà Free, Canal qui font des packages de plusieurs trucs de streaming. Il y a Amazon qui essaye aussi de proposer un espèce de package dans le package Amazon. Aux États-Unis, c'était pas encore vraiment le cas. Et là, il y a Verizon qui est en train de packager Netflix, Paramount Plus et Showtime pour $26. Donc, c'est vraiment un retour aux sources à l'époque du cable TV, moment où il y avait CanalSat, où vous choisissiez si vous vouliez Canal Jimmy, pas Canal Jimmy et tout. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc en gros, les streamers, ils sont en train de mourir et d'être aspirés d'une plateforme à l'autre. 2, de se regrouper
Donc par exemple, on le voit en France avec carrément le contenu Apple TV qui est regardable dans l'application Canal, MyCanal. Et 3, il y a bien toutes les applications, mais c'est des bundles pour que ce soit moins cher. Visiblement, Netflix, quand je l'ai installé chez ma mère qui avait pris un bundle, il y a vraiment Netflix, tout est prévu, le compte, c'est hyper fluide pour le spectateur. Tu peux même rajouter des options en fonction de ce que tu veux. Enfin, vraiment, on sent qu'ils se sont préparés à être bundlelisés. Je ne sais pas si c'est un terme. Mais voilà, je pense qu'on est au tout début, on est à ce point pivot où tout le monde s'est lancé dedans, tout le monde voulait être le premier, le plus gros pour être plus gros que Netflix, etc. Et en fait, cette course, il y a beaucoup de morts et on va voir qui va rester, quoi. Qu'est-ce que ça te fait penser, mon cher Car, avant que tu nous parles de ta news? Eh ben, je suis intrigué par l'évolution de tout ça, mon cher Greg. Je vois l'évolution des différentes plateformes et l'évolution des plateformes de streaming notamment. Voilà. Moi, je vais enchaîner, mon cher Greg, avec d'autres news. Je vais vous parler de Disney. Il y a un mec chez Disney qui s'appelle Sean Bailey. Et j'ai regardé sur Google, parce que je savais pas qui c'était. Et en fait, c'est un mec très jeune, qui a une vingtaine d'années, qui est grimpeur. Et donc j'ai un peu approfondi mes recherches Google pour me rendre compte qu'en fait c'était pas le même. Le Sean Bailey dont je parle, c'est en fait le patron de Walt Disney Studios Motion Pictures Production. Donc c'est un mec qui chez Disney, il pèse grave, mais il dit aussi des trucs un peu bizarres. Pourquoi ? Il a dit cette phrase lunaire en parlant du Roi Lion, donc le film live, que pour lui donc le Roi Lion a le potentiel de devenir une franchise aussi épique que Star Wars. Écoute, j'ai envie de dire, chacun son avis. Il a aussi dit que pour lui, le retour de Pirates des Caraïbes était une priorité pour Disney. Alors ça, financièrement, on peut le comprendre. Mais sachez que pour l'instant, il n'y a aucune négociation. Ils sont à la recherche de franchise, c'est un truc de ouf. Ouais, mais il n'y a aucune négociation en cours avec Johnny Depp. Sur le fait qu'il y avait du plancton dans La Petite Sirène, le plancton, la série et le film et tout. Enfin, ça part complètement cacahuète, là. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu t'imagines qu'ils vont peut-être faire le Sauver Willy Extended Universe ? C'est-à-dire que tous les films, tous les trucs qui ont déjà eu une sortie, en fait, sont capables d'être franchisés. C'est des fous. Oui, alors peut-être pas sur Sauver Willy. J'enchaîne pour vous dire qu'il y a un très bon film de Paul Thomas Anderson. Ouais, c'est ça, hein, je confonds pas avec le mec qui a fait Resident Evil. Non, je parle du grand Anderson, le réalisateur. Il y a un de ses derniers films qui s'appelle Licorice Pizza, qui est un de ses meilleurs apparemment, que j'ai pas vu, mais qui est sur la liste assez haut des films qu'il faut que je vois, qui a été absolument couvert d'éloges à sa sortie et j'en parle pourquoi, parce qu'il est dispo enfin sur facilement pour vous, donc vous pouvez le voir sur Prime Video. Un truc qui va t'intéresser, mon cher Greg, qui concerne Ezra Miller. Variety a révélé que la Warner avait tranché et que Ezra Miller ne fera aucune promo pour le film The Flash. Donc ça sera pas lui, ça sera Michael Keaton principalement, et l'actrice, je suis désolé, j'ai oublié son nom, l'actrice qui joue Supergirl, et donc Ezra Miller fera une apparition très discrète lors d'une seule avant-première. On peut imaginer que c'est à la première, et encore c'est même pas sûr que ce soit à la première, parce qu'elle va être très médiatisée. Est-ce que ce sera comme les concerts? Et il y aura pas d'interview. Est-ce qu'il fera juste une avant-première depuis une cellule et tout? Il n'est pas en prison. Folsom Prison, Ezra Miller. Et voilà Ezra Miller qui passe, donc on l'entend en plus passer avec le bip de son bracelet électronique. Non, il a pas tout ça, Ezra Miller, mais bon, par contre il fera pas d'interview. Donc Ezra Miller est mis sur la touche pour la promo du film The Flash, ce qui est quand même un paradoxe quand on repense à ce que j'avais notamment dit la semaine dernière, où le réalisateur du film The Flash disait que pour lui c'était impensable que The Flash, la suite, se fasse sans Ezra Miller et qu'un autre acteur joue The Flash. Et j'ai une dernière news, si tu le permets, ça concerne The Witcher.
Il y a un trailer qui sort le 8 juin, donc au moment où vous regardez cette vidéo, le trailer est logiquement déjà sorti, donc vous savez s'il est bien ou s'il est pas bien. Sachez que la dernière partie, donc pas du tout la dernière, la première partie de cette saison 3 sort le 29 juin. C'est une saison 3 coupée en deux parties, mais pas du tout égales. Et alors allez comprendre pourquoi Netflix a fait ça. Je pense que c'est pour recréer la hype sur la fin de la saison 3. Il y a deux petites infos intéressantes sur The Witcher. Dolph Lundgren, qui joue notamment dans Expendables, mais qui avait joué aussi dans Rocky et dans Universal Soldier, si je dis pas de bêtises. Il va jouer dans le spin-off centré sur les rats. Si vous connaissez pas les rats, alors me dites pas, c'est une adaptation. Dolph Lundgren ne va pas jouer Rémi le rat de Ratatouille dans la live action de Disney, pas du tout. Il va jouer dans les rats, donc qui est un groupe de bandits dans l'univers du sorceleur qu'on croise à plusieurs reprises, et il y a notamment un long passage avec eux dans les livres de Sapkowski, et je pense que tu es du même avis que moi, mon cher Greg, pour dire que c'est quand même les rats, tout le passage avec les rats est quand même très chouette, et Dolph Lundgren va jouer dedans. Dans cette adaptation, on ne sait pas encore si c'est une adaptation ça ne sera pas d'ailleurs, une adaptation du passage des rats dans Le Sorceleur, ou une autre histoire sur les rats. Je pense deuxième option, mon avis. Et le dernier truc sur The Witcher, c'est qu'en fait, on a appris que Netflix avait laissé à la showrunneuse et à l'équipe qui travaille sur The Witcher la possibilité d'arrêter la série à la fin de la saison 3, quand ils ont su qu'Henry Cavill quittait la série, et qu'ils ont dit qu'ils préféraient continuer, qu'il y avait encore des choses à raconter. Mais néanmoins, du côté de Netflix et du côté de la prod, ils ont peur d'une grosse vague de désintérêt ou colère suite au départ d'Henry Cavill. Voilà, mon cher Greg. T'en penses quoi du spin-off sur les rats ? Moi déjà, j'en pense que... Est-ce que t'as fait exprès d'enchaîner Ezra Miller avec les rats ? Ezra... Ah oui. Les rats Miller, oui, très bien. Non, j'ai pas fait exprès, mais non. Bah bref, et moi je veux juste que ce soit bien, en fait. Hein. Vraiment, Witcher, moi j'ai mal à mon Witcher, je veux juste que ça arrête déjà que moi j'ai mal... Bah oui, moi aussi. Déjà que j'ai mal à mon Netflix actuellement, mais alors en plus, comme j'avais déjà mal à mon Witcher avec les 2 premières saisons qui m'ont pas du tout convaincu, là je peux te dire que ma hype sur la saison 3, elle est, mais alors, néante. Une hype néante. Voilà. Alors, moi, je vais vous faire un petit paquet de news. Il y a des news importantes là-dedans, ou en tout cas, il y a des choses qui sont pas mal à savoir si vous voulez en savoir plus sur l'écosystème audiovisuel, mais ça va pas vous changer votre vie d'un coup. Alors, il y a la première, c'est que Spotify vient de supprimer 200 jobs qui sont particulièrement dans la catégorie des personnes qui sont sur du podcast. Il y avait peut-être pas une fuite de talent, mais en tout cas, il y avait des auteurs, il y avait des personnes, notamment aux États-Unis, qui étaient en train de partir sur le podcast, et c'est le désinvestissement de Spotify. Du côté de Disney, ça va pas trop. Alors, on en avait déjà parlé. La semaine dernière, j'avais expliqué l'histoire de créer, d'assumer directement des pertes, et ça y est, on a le montant. Disney a annoncé qu'ils allaient avoir 1,5 milliard de pertes officielles suite au fait qu'ils ont retiré les 30 shows de Disney+. Donc c'est vraiment la politique de dire on fait une année pourrie pour que ça reparte mieux après. Pendant ce temps-là, Ron DeSantis, donc qui est, si je ne me trompe pas, le gouverneur de Floride, continue d'attaquer, a réussi à réouvrir le procès contre Disney. Donc ça se passe toujours très bien. À Euro Disneyland, il y a de nombreuses personnes qui travaillent, donc on appelle les guest members, qui sont en pleine grève en ce moment. Ils demandent une revalorisation salariale de 200 euros de bonus et d'autres, enfin 200 euros point barre, et que leur week-end soit compté double ou des trucs comme ça. Sachant que, comme je vous l'avais expliqué il n'y a pas très longtemps, Euro Disneyland a une grosse partie de l'explication des résultats qui ne sont pas si mauvais de Disney. Donc si Euro Disney se met à mal performer parce qu'il y a des grèves, parce que les gens demandent à être payés plus cher, et ben ça va pas bien aller. Alors après, qu'on soit bien d'accord et qu'il n'y a pas de quiproquo entre vous et moi,
le fait que des mecs soient payés double et qu'ils aient des augmentations de salaire parce que la petite souris, elle a un petit peu les doigts qui sont pris dans ses poches, moi je trouve ça très bien que ces gens qui ont un travail qui parfois peut être pénible se soient revalorisés. Et du coup, c'est juste que le côté Disney qui vraiment met la pression pour payer pas cher, qui met la pression pour avoir des trucages, on en a parlé pendant la news de Care, pour payer pas cher, etc., pour faire des gros bénéfices, eh bien, le système est en train, j'espère, d'arriver un petit peu au bout. Petite news comme ça, Mike Flanagan qui bosse sur Dark Tower, donc qui est une adaptation de Stephen King. Il y a eu le premier message, alors très court, de Stephen King, qui dit que lui, il valide cette adaptation. Donc bon, comme c'était pas trop le cas des films, on peut estimer que ça pourrait être un peu mieux. Puisque dans la catégorie Ezra Miller d'avant, même s'ils sont pas du même niveau, mais Bill Cosby vient d'avoir une annonce. Il est de nouveau en procès pour des nouvelles agressions, ou en tout cas supposées agressions, puisque c'est pas encore jugé. Et du côté de Pixar, puisqu'on était sur Disney, il y a 75 employés qui sont licenciés chez Pixar, puisque chez Pixar ne va pas très bien en ce moment. Et notamment, il y a la personne qui est donc le réalisateur de Lightyear, donc le film de Buzz l'éclair, qui n'a du coup, pour le coup, pas du tout performé. Et Kerr le connaîtra... peut-être, c'est Angus MacLane, qui est très connu chez les fans de Toy Story 2, parce que c'est lui qui est connu pour avoir sauvé Toy Story 2. Il y a eu visiblement un docu sur la production de Toy Story 2, et il est clairement montré comme le film qui sauve le film et qui en fait ce que certains appellent un chef-d'œuvre. Est-ce que toi tu le connaissais? Il est licencié, oui. Donc il est dispo si tu veux l'embaucher sur Cult & Click. Alors c'est une vraie surprise son licenciement, et c'est notamment lui qui était producteur principal de Toy Story 4, qui avait été un vrai succès tant critique que populaire. Donc c'est étonnant ce renvoi. Et dans tes news, mon cher gars, je voulais réagir sur ce que tu as dit sur Mike Flanagan et la série La Tour Noire, donc de Stephen King. Juste pour resituer qui est Mike Flanagan, parce que je l'adore, c'est le créateur, c'est vraiment lui qui a tout fait. Enfin, pas tout, mais c'est vraiment le papa de Hill House, Bly Manor et Midnight Mass, les séries de Netflix qui étaient vraiment des séries, des vrais bijoux. Moi, je vous conseille, si vous n'avez jamais vu, si vous êtes arrêté à Hill House, qui est la plus connue, sautez sur Bly Manor et Midnight Mass. Midnight Mass, à la fin de l'épisode 5, c'est un des trucs de série qui m'a le plus scié, quoi. Mais vraiment... Bref, et en fait, il a quitté Netflix pour partir sur Amazon pour faire cette série. Et dans la foulée, du coup, Netflix a annulé brutalement la série qui était en cours de Mike Flanagan, qui était la moins bien, très clairement des 4. Mais voilà, il y a eu une annulation un peu brutale de ça. Est-ce que t'as fini, ou est-ce que je peux balancer une petite news calendrier cocasse? Mais bien sûr, mon cher Kier, fais ta petite news et tu pourras conclure après et remercier toutes les personnes qui ont eu tellement de courage pour regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ouais, on les remercie. Et juste pour vous dire au niveau du calendrier, quels sont les grands rendez-vous du mois de juin, et je vais terminer avec le truc cocasse, tu vas voir. Les fans d'Outlander sont contents, il y a le retour de la saison 7 qui commence le 17 juin. On a The Walking Dead Dead City, donc avec Negan et Maggie, qui commence le 19 juin. On a Secret Invasion, donc la série avec Nick Fury, notamment Emilia Clarke, Daenerys, dans la série qui fait ses grands débuts dans le MCU. C'est le 21 juin, une série qui a fait énormément parler, qui s'appelle The Bear. J'espère que je l'ai bien dit. Ouais, je crois que je l'ai bien dit. Donc la série avec Jeremy Allen Smith, Jeremy Allen White, l'acteur qui jouait Lip dans Shameless, série sur on va dire culinaire, sur Hulu, qui a été une très très bonne surprise de ces dernières années. Et la saison 2 commence le 23 juin, et je crois que c'est toute la saison 2 qui est balancée d'un coup sur Hulu. J'ai déjà parlé de The Witcher, j'en reparlerai pas. Le 30, il y a un retour de série qui fait vachement plaisir, c'est Warrior. C'est fait par le créateur de Banshee, sur une idée de Bruce Lee. Alors après,
ils extrapolent beaucoup sur l'idée de Bruce Lee. Les 2 premières saisons étaient vraiment très cool. C'était diffusé sur Cinemax comme Banshee, mais Cinemax avait vraiment pas beaucoup de thunes. Du coup, quand il y a eu HBO qui a récupéré un peu tout, ils ont annulé toutes les séries des chaînes annexes comme Cinemax et donc Warrior a sauté. Et en fait, comme la saison 2 a vraiment eu un succès critique auprès de toutes les personnes qui regardaient, il y avait une vraie hype autour de la série. Alors, il n'y avait pas une audience incroyable, mais il y avait une hype de la part de ceux qui regardaient. La saison 2 a permis en fait que HBO décide de la sauver, cette série, et de carrément lui faire le grand saut dans le grand bain. Ça se dit pas, mais je le dis quand même. Et direction donc Max, et la saison 3 commence donc le 30 juin avec le premier épisode. Et la série, mon cher Greg, qui va nous dire adieu le 30 juin. On avait oublié qu'elle existait. Et pourtant, c'est un mec qui est allé au Liban. C'est Jack Ryan. Sa saison 4 sur Amazon Prime se termine le 30 juin. La hype Jack Ryan, elle a, mais alors, fondu vénère. Un truc que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a la série animée Skull Island sur Netflix qui débarque le 22 juin. Voilà, mon cher Greg. Ah oui, tu m'as dit de conclure. Eh ben, je conclus en te laissant le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est traîtrise. Non, et du coup, eh bien, je souhaitais vous remercier tous. Merci. Des bisous. On se retrouve bientôt et à très vite. Ciao, ciao.